Merci beaucoup, Reynaldo. Merci beaucoup par l'invitation. Je vais essayer de parler en français, ce qui n'est pas très facile quand on a 24 heures au Maroc. Il me faut 3 jours pour charger la batterie. Donc, vous allez m'excuser si le français n'est pas très bon. Mais en tout cas, je vais faire l'effort. Merci par cette invitation. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais ajouter aux réflexions si intéressantes et importantes que je viens d'écouter dans la première partie de ce séminaire sur le Maghreb. Je pense que la seule chose que je pourrais faire maintenant, c'est de vous passer un petit peu quelques réflexions sur ce que l'Amérique latine a fait dans les derniers demi-siècles, et surtout pour 2 raisons que je crois qui peuvent compter dans cette discussion. La région qui a été un grand laboratoire d'expérience économique, politique et sociale, et une région qui a valorisé depuis toujours la coopération régionale. Il n'y a pas une autre région du monde en voie de développement qui a valorisé d'une manière si forte la coopération régionale. Je crois que ces 2 points de départ peuvent donner à vous quelques réflexions qui peuvent servir comme point de référence pour la discussion centrale de ce séminaire. Je disais que la région a eu pendant 60 ans, depuis la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toutes sortes d'expériences politiques qui vont des autoritarismes, dictatures, la démocratie, populisme, etc. Il y a eu des expériences économiques qui ont eu de l'économie des marchés à l'économie planifiée. Il y a des expériences sociales, il y a des expériences sociales, en particulier le fait qu'on a laissé d'être une société rurale pour devenir une grande société urbaine. Presque 75% de la population vit déjà dans la ville. Et nous avons maintenant, dans une population de 550 millions d'habitants, 200 millions de classes moyennes. Donc c'est une société de classes moyennes qui donne une autre dimension à nos problèmes. Il y a eu un laboratoire d'expérience. Et après toutes les expériences, on peut tirer une conclusion centrale. Le développement était beaucoup plus compliqué que l'on ne pensait pas dans les années 50. C'est un grand effort technique, mais c'est surtout un grand effort politique. À la base de toutes les stratégies de développement, la question politique, c'est un élément clé. Et dans ce domaine, on a vécu 2 grandes expériences économiques. D'un côté, l'expérience hétérodoxe de mettre l'État au centre des grandes décisions. L'autre expérience était l'expérience orthodoxe de mettre le marché au centre des décisions. La première expérience hétérodoxe, elle est partie dans la CEPAL des années 50, la Commission économique pour l'Amérique latine, qui a imaginé un État omniprésent, centralisateur, comme point d'appui de tous les efforts de développement. État producteur, État régulateur, grande méfiance du marché, la recherche de l'industrialisation substitutive comme moteur de la croissance, incorporation de la technologie, etc. Et je crois qu'il y a eu un progrès social. Les années 60, c'est une décennie très intéressante dans la région. On a eu une croissance très acceptable, une amélioration des conditions sociales. Mais dans les années 70, on a eu une crise de ce modèle. D'abord, on a connu pour la première fois un premier choc de la globalisation moderne, c'était le prix du pétrole, en 73-75. Mais en plus de ça, il y a une chute du modèle à cause de 3 tolérances. Une tolérance vers l'instabilité à cause du déficit fiscal et de la mismanagement de la monnaie. Il y a une tolérance vis-à-vis de l'inefficacité en matière économique, surtout parce que l'économie était renfermée. À cause de ça, nous sommes devenus très inefficaces et pas compétitifs dans l'économie mondiale. L'Amérique latine était 10% du commerce mondial, nous sommes baissés à 3%, pour quelque chose. Et aussi tolérance vers l'inégalité, parce qu'on a commencé à voir une augmentation de la pauvreté, une augmentation de la mauvaise distribution du revenu. Dans cette expérience, la coopération régionale a joué un rôle. La région a cherché dans les années 50 de trouver un moyen de travailler ensemble. C'est curieux, mais nous avons commencé dans les années 52 à avoir un effort d'intégration régionale dans l'Amérique centrale.
plus avant que l'expérience européenne. Donc, disons que toujours dans la recherche du paradigme, ces paradigmes hétérodoxes, il y a eu une vision qu'il fallait faire quelque chose en matière de coopération régionale. Dans les années 80, c'était la grande crise de la dette, c'était la destruction de plusieurs institutions, c'était on a été dans des crises très très fortes dans presque tous les pays. Donc, dans les années 90, la rentrée de l'orthodoxie, on appelle le modèle néolibéral, le modèle de Washington Consensus et tout ça. Là-bas, le modèle, c'était une réaction pendulaire. On a passé d'un côté de l'État à un côté du marché. C'était les marchés. L'État devrait être un État minimaliste et un État précédent dans l'économie. On a joué sur trois piliers. D'un côté, le retour à la stabilité. On a pas mal fait, surtout à partir d'éliminer les déficits fiscaux et l'indépendance des banques centrales. On a travaillé sur la réduction du rôle de l'État. Il y a les privatisations, la dérégulation, la décentralisation, et surtout l'ouverture de l'économie. Une ouverture forte de l'économie vers le monde entier, pour commencer, mais aussi surtout vers l'Amérique latine. On a commencé à essayer des systèmes d'intégration qui font partie intégrale de ces modèles, disons, néolibéraux. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Bon, quelque chose il est arrivé. On a gagné la stabilité, après tout, et on a ouvert les marchés, on a commencé à exporter beaucoup plus que ça. Mais il y a eu des problèmes qui nous ont créé certaines limitations importantes. D'abord, une basse croissance économique. On était surpris, mais était très bas. Numéro 2, une grande vulnérabilité vis-à-vis des grandes crises financières qui nous sont venues de l'extérieur, la crise asiatique, la crise russe, notre propre crise. Donc, le contagium, comme on dit, a commencé à jouer un rôle important dans notre développement. Mais surtout, une grande vulnérabilité au social. Ce modèle n'a pas eu la capacité, sauf quelques exceptions, il y a eu des exceptions, pour réduire la pauvreté, pour réduire la mauvaise distribution du revenu, et pour surtout éliminer les exclusions qui sont encore dans notre société, surtout en matière de certaines communautés, comme les Indiens, comme les communautés noires. Donc, tout ça nous a amené jusqu'à un moment de grande réflexion maintenant, où nous sommes. Quel est le grand modèle dans lequel on peut baser nos développements économiques et sociaux? Quelles sont les grandes leçons qu'on peut en tirer de toutes ces expériences? J'ai fait le choix de cinq fronts que je trouve que sont des éléments que je trouve des points pacifiques à partir de ces grandes expériences de presque un demi-siècle de chercher à la recherche toujours du paradigme idéal de nos développements. Première réflexion, n'importe que ce soit les stratégies économiques et sociales, avoir un grand respect par le déséquilibre macroéconomique est fondamental. La macroéconomie n'est pas ni de droite ni de gauche. C'est des sens communs qu'il faut respecter. Donc, dans toutes les expériences, le grand respect par la stabilité, c'est une leçon fondamentale de notre longue carrière pour le développement. Deuxième front. À long terme, la croissance dépend de l'augmentation des investissements. Et tout ça dépend à long terme aussi de la capacité d'augmenter notre capacité d'épargne. C'est le modèle asiatique. On peut utiliser l'endettement extérieur, on peut utiliser, c'est bienvenu, l'investissement étranger, mais au fond, à long terme, il n'y a que le développement basé surtout sur la capacité d'épargne de chaque pays. On ne peut pas vivre endetté toute la vie. Il nous faut faire un effort fondamental pour augmenter la capacité de sustentation de notre économie à partir de l'effort interne du pays. Troisième leçon, c'est l'efficacité économique. Il n'y a aucun pays qui peut vraiment se développer sans augmenter la compétitivité et la diversification productive. On a passé d'une économie des matières premières, on a tenté l'industrialisation, maintenant on tente l'économie des services et de l'économie de la connaissance. Nous avons été bénis par la providence en matière de matières premières. Nous passons maintenant une période excellente de bonance économique à partir surtout des prix des matières premières, mais nous reconnaissons qu'on ne peut pas soutenir un développement à long terme intégral seulement à partir des matières premières ou à partir des prix des matières premières. Il nous faut une vision élargie, intégrale du développement qui comprend surtout la connaissance et ce qu'on a appelé qu'on est entré dans l'économie de la connaissance comme point central pour diversifier notre production.
Un autre point, c'est l'efficacité sociale. Je crois que le social doit être au centre de toutes les réflexions et politiques économiques et aussi des politiques sociales spécifiques. Je crois qu'il nous faut, à partir de ces expériences, une macroéconomie avec sensibilité sociale, mais il nous faut aussi une politique adressée surtout à jouer sur les bases de la transformation sociale, dont l'éducation joue un rôle central. Je crois qu'à partir des expériences que nous avons eues, on n'a pas découvert une chose nouvelle, mais c'est la réalité, c'est l'éducation au centre même de notre capacité de transformation économique et sociale. Nous avons ici un prophète de ce problème, M. Buarque, qui va nous en parler, sénateur Buarque du Brésil, qui a joué un rôle véritablement de leader dans ce domaine. Mais voilà pourquoi je pense que le social doit être au centre pour lutter contre la pauvreté. On a eu des expériences très bonnes en matière de lutte contre la pauvreté. Si on est décidé à affecter 1 ou 2% du produit national pour lutter contre la pauvreté, on réussit. Mais ce n'est pas tout. Je crois que maintenant, la grande lutte, c'est comment modifier la distribution du revenu. Et ça est basé surtout sur l'éducation. Quatrième point, l'efficacité des institutions, le rôle de l'État. Je crois qu'à partir des expériences de tous ces modèles qu'on a vécus dans le passé, il nous faut admettre que le rôle de l'État, c'est clé. Et on a passé beaucoup de temps à définir les grands débats entre l'État et les marchés. Un débat qui parfois, quand on regarde le monde, est un peu obsolète. Je crois qu'il nous faut un marché qui fonctionne bien, mais il nous faut aussi un État fort, qui puisse vraiment faire des politiques publiques. Il nous faut des politiques publiques spécifiques, pas pour suffoquer le marché, pour valoriser le marché, mais il faut un État qui puisse avoir la capacité d'intervention avec des politiques intelligentes. Et je crois que cette réflexion est maintenant au centre même de nos discussions en Amérique latine. Parfois, on est passé dans cette espèce de pendulum d'un côté à l'autre. Non, il faut les deux. Il faut un État avec une présence dans l'économie et la société, mais il nous faut aussi un marché qui puisse fonctionner raisonnablement bien. Et finalement, l'ouverture économique et la coopération régionale. Je crois que nous sommes dans un moment où il y a une réflexion très importante dans ce domaine. Cette région qui a commencé il y a 50 ans à trouver les moyens de coopération régionale se trouve maintenant dans un point très intéressant. Nous estimons tous que nous voulons avoir un marché mondial réglé par le commerce mondial, ça c'est clair. Donc Doha, c'est un élément clé pour nous, la discussion. Mais il nous faut aussi essayer de trouver des moyens d'approfondir notre capacité de coopération régionale dans toutes les directions. Dans la direction clairement des mécanismes traditionnels d'intégration à l'Europe, à l'européenne par exemple. On a 4 maintenant. On a 5 peut-être. Mais aussi d'autres moyens de coopération. La coopération énergétique, c'est un élément clé. La coopération d'infrastructures, c'est un élément clé. La coopération en matière de politique, de coopération en matière de facilitation du commerce, ce sont des éléments clés. Donc je crois que c'est un moment où il nous faut valoriser le monde, mais il nous faut valoriser comment on peut appuyer cette insertion dans le monde à partir d'un approfondissement de l'intégration régionale. Et ça, c'est un point clé dans la vision que nous avons maintenant de notre politique de coopération internationale. Finalement, Monsieur le Président, je dois te dire qu'il faut d'abord reconnaître de nouveau qu'il faut une approche politique, comme je disais au commencement de mon intervention. Je crois que donc la politique importe beaucoup. Et je crois qu'au fond, les grandes stratégies de développement sont basées surtout avec une vision politique intégrale, moderne, une vision dont on peut vraiment parler des grands sujets du monde actuel et pas être pris parfois par le passé. Je trouve parfois dans notre région qu'on discute tellement les problèmes du passé qu'on devient contemporain du passé. Je crois qu'il nous faut surtout regarder vers le futur avec des éléments des grandes discussions qui jouent dans ce monde et dans lesquels nous devons jouer un rôle actif et très participatif. Merci beaucoup.